L'observation est le point de départ de la science. Ce que vous voyez ici est ce qui s'est produit à la tour nord du World Trade Center, le second des 3 bâtiments effondrés le 11 septembre 2001. J'utilise le mot effondré, mais les mots peuvent être trompeurs. Que voyez-vous en réalité sur ces images? Il y a une énorme quantité de débris en chute libre, mais sous la couronne de débris, voyez-vous la séquence rapide d'éjection explosive de matériaux? Certains débris ont été éjectés à plus de 160 km/h. Je vais appeler cela des explosions, car il est difficile de trouver d'autres mots pour décrire ce que nous voyons ici. Les explosions ne sont ni isolées ni rares. Elles sont ininterrompues et communes. Elles descendent progressivement le long des façades de l'immeuble au même rythme que les débris en chute. Vous pouvez peut-être imaginer une cause naturelle, mais pas moi. Notez que les explosions se produisent simultanément sur plusieurs étages, sur de larges zones, pas uniquement étage par étage, ce qui aurait pu être expliqué par un effondrement en pile d'assiettes. Observez les explosions bien en dessous de la zone d'effondrement. Certaines sont localisées et concentrées, c'est ce qu'on appelle des pétards, dans le jargon de la démolition contrôlée. En tout cas, ce n'est pas une démolition contrôlée classique. L'immeuble est progressivement détruit à partir du haut par des vagues d'explosions produisant une grande quantité de débris. La destruction se fait en plusieurs vagues, et non pas en une seule. La rapide séquence d'explosions se produisant près de l'angle visible de l'immeuble est la plus flagrante. Simultanément, nous voyons se produire une autre vague d'explosions, bien plus bas sur les façades de l'immeuble, sous le rideau de débris en chute libre. Les 2 vagues d'explosions progressent vers le bas, le long des façades de l'immeuble, à la même vitesse que les débris en chute, quelques mètres plus loin. Les blocs de béton ne sont pas tombés au sol, ils ont été pulvérisés et réduits en poussière. Il n'y a quasiment aucun gros morceau de béton parmi les décombres. Notez que le béton qui est violemment éjecté des côtés de l'immeuble est déjà réduit en poussière. Notez aussi que dans le nuage de poussière, il y a d'énormes poutrelles, des sections entières d'acier de l'ossature, qui sont visiblement projetées hors de l'immeuble. Le déplacement horizontal de certaines poutrelles a atteint une vitesse de plus de 110 km/h. Certaines de ces poutrelles se sont empalées dans les façades des buildings avoisinants. Certaines ont atterri à une distance équivalent à 2 terrains de football depuis la base de la tour. Qu'est-ce qui a pu projeter des poutrelles si lourdes avec autant de force à si grande vitesse? Certains ont supposé que le poids de la tour, en s'écrasant sur les poutrelles, avait exercé une très forte pression et les avait pliées, qu'elles avaient été éjectées sur les côtés comme des ressorts. Mais ce n'est pas un nombre restreint de poutrelles éjectées. Nous voyons la majeure partie de la masse de l'immeuble, du métal, du béton, des meubles de bureau, des restes de corps humains, tout ceci réduit en petits débris et en fines poussières et éjecté dans toutes les directions. Des fragments d'os ont été retrouvés sur les toits des immeubles voisins. Les os n'ont pas été écrasés dans la masse en chute, car sinon ils auraient été piégés parmi les débris. Ils ont été pulvérisés avec tout le reste, ils ont explosé dans toutes les directions. Les enquêteurs du NIST ont affirmé que la partie supérieure de l'immeuble, celle au-dessus du point d'impact, était tombée comme un marteau-pilon, écrasant jusqu'au sol la partie inférieure du bâtiment encore intacte. Pourtant, on remarque que la partie supérieure du bâtiment est clairement manquante. Il n'y a rien au-dessus de la couronne d'explosion à part quelques débris. Voyez-vous un marteau-pilon? Rien ne semble avoir écrasé le bâtiment. Les différentes vagues de destruction et les éjections explosives de matériaux se produisent sur de vastes zones qui s'étendent jusqu'au sommet de ce qu'il reste du bâtiment. Les scientifiques du NIST n'ont pas modélisé l'effondrement des tours. Leur analyse était grandement défectueuse dans bien des domaines, mais la plus grave erreur est que le champ de leur enquête a été artificiellement réduit. Leur analyse s'est arrêtée au moment où l'effondrement a commencé, comme si tout ce qui suivait était inévitable et ne nécessitait aucune explication. Le champ de leur enquête a été artificiellement réduit à ce qui aurait pu se passer ou se serait passé pour déclencher l'effondrement. Ce qu'ils ont volontairement ignoré, c'est ce qui s'est réellement passé. En limitant leur enquête aux prémices naturelles de l'effondrement, à savoir les dommages dus au feu et aux avions, ils ont d'emblée exclu toute possibilité de trouver les preuves d'une démolition contrôlée. En d'autres termes, tout ce qui s'est produit pendant l'effondrement même, les preuves ou indices que nous avons pu voir ici, a été très clairement écarté de l'enquête. Tout modèle d'analyse de l'effondrement, qu'il soit simple ou sophistiqué, est un mauvais modèle et de la mauvaise science, s'il ne prend pas en compte tous les éléments disponibles pour expliquer les observations réelles. Et vous, que voyez-vous?